Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de la mi-journée. Les titres de l'actualité. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu la délégation de médiation entre le Kenya et la Somalie ce matin au palais présidentiel. Et dans l'actualité internationale, Washington sous tension à 2 jours de l'investiture du président Joe Biden. Voilà pour les sommaires. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et passons au développement de ce journal. Le chef de l'État, Ismaël Marguerite, a, comme à l'accoutumée, reçu le rapport de la Cour des comptes pour l'année 2020. Ce rapport public reprend les travaux réalisés par la dite Cour des comptes durant l'année 2019, dont notamment sur l'exécution du budget 2018. Cette année, des éléments nouveaux ont été pris en compte, non pas un seul point, mais plusieurs. Écoutons Madame Ismaël. Large place aux échanges publics, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, j'ai l'honneur et le privilège de vous remettre ce jour le rapport public général de la Cour des comptes de l'année 2020. Excellence, le rapport public de l'année 2020 consacre une large place aux échanges avec la commission de suivi et de correction des anomalies de la Cour des comptes que vous avez mis en place et logé au niveau de la primature d'une part, et avec les praticiens de la gestion des finances publiques d'autre part. Les constatations de la Cour des comptes à la lumière de ces échanges mettent l'accent sur une reddition de comptes publics qui nécessite des efforts conjugués et une gouvernance du secteur des établissements et entreprises publiques encore en chantier, une comptabilité de l'État partielle. Par ailleurs, le rapport de cette année met en exergue les objectifs de développement de la Cour des comptes qui plaident pour un renforcement de l'efficacité de la juridiction financière. Telle est la teneur de ce rapport que j'ai le privilège de vous remettre, Excellence, Monsieur le Président de la République. Peu après cette audience avec le président de la République, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, président de la Cour des comptes, s'est exprimé en ces termes. Effectivement, on vient de remettre le rapport public de la Cour des comptes de l'année 2020 au chef de l'État. C'est devenu une coutume maintenant. Ça fait quelques années qu'on remet régulièrement, chaque année, un rapport général public au président de la République qui a la primeur de l'information, parce que c'est un rapport public qui sera mis en ligne et à tout citoyen, au nom de la transparence et la reddition de comptes au nom du citoyen. Le rapport est accessible à tous. Alors, en quoi il est différent de celui ou ceux des années passées? Je dirais que ce rapport est vraiment innovateur pour cette année. Il ne diffère pas en termes de contenu parce que nous vivons toujours les mêmes problématiques, les mêmes difficultés en matière de reddition de comptes et nous blâmons l'administration pour dire qu'elle n'est pas très organisée encore pour rendre compte comme il faut et quand il faut et déposer les comptes à la Cour des comptes. Je dirais que la nouveauté de ce rapport, c'est dire que nous avons fait un croisé de regard. Jusqu'alors, les rapports que nous avons remis au chef de l'État ne comprenaient que le point de vue de la Cour des comptes, même si c'est un point de vue juridictionnel, contradictoire et assez complet. Je dirais cette année, nous avons organisé un colloque en février 2020 et nous avons tenu des échanges avec les responsables, les praticiens de la gestion des finances publiques qui sont les plus concernés pour voir dans quelle mesure déjà nos observations, nos recommandations étaient en phase avec la réalité du terrain. Et c'est une première nouveauté que ce rapport met en exergue. Nous avons également repris des échanges que nous avons réalisés avec la commission qui est chargée du suivi et de correction des anomalies de la Cour des comptes que le chef de l'État a mis en place en 2018 et qui est logée à la primature pour voir dans quelle mesure elle a progressé, elle a fait progresser la prise en charge des recommandations de la Cour des comptes. Donc voilà les deux nouveautés qui complètent un peu le point de vue de la Cour des comptes dans ses rapports publics.
Le chef de l'État a également rencontré ce matin la délégation diplomatique et militaire chargée de la médiation entre le litige, du litige entre le Kenya et la Somalie. Cette délégation avec à sa tête l'ambassadeur de Djibouti au Kenya, Yassine El-Mebouh, a fait son compte rendu de sa mission. Délégation qui avait pour objectif de rétablir les liens diplomatiques entre les deux pays voisins. Cette délégation mandatée par les chefs d'État des pays membres de l'IGAD est composée, outre de l'ambassadeur Yassine El-Mebouh, que nous allons écouter maintenant. Remettre les conclusions de notre rapport au président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui nous a mandatés pour aller vérifier sur le terrain les accusations des deux côtés des deux pays. Nous sommes allés voir et donc un certain nombre de griefs ont été ajoutés et qui ont été soulevés du côté somalien, qui ont élargi notre mandat, qui était au départ uniquement concentré sur l'existence des milices sur le sol kenyan. Il y a eu 4 autres griefs qui ont été ajoutés par les Somaliens. Nous étions amenés à les examiner les uns après les autres et donner notre impression, ce que nous avons vu sur le terrain de ce rapport. Autre actualité de ce 15h, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a participé hier soir à la cérémonie de clôture d'un exercice de simulation tactique de défense aérienne de l'armée de l'air française à la base aérienne de 188. À son arrivée à la base, le Premier ministre a été accueilli par l'ambassadeur de France à Djibouti et le général Dupont. Par la suite, le Premier ministre et le président de l'Assemblée ont suivi une présentation sur l'exercice de simulation de défense aérienne par le chef des forces armées françaises stationné à Djibouti, le général Dupont, en présence du patron de la base aérienne, le DA-188, le colonel Saunier et le colonel amiral. L'exercice s'est déroulé en 2 temps. La première en décembre 2020 et la deuxième a commencé le 2 janvier, a été clôturée en présence des officiels djiboutiens. L'environnement djiboutien offre un cadre d'entraînement hors norme exceptionnel également, car très proche des théâtres d'opération les plus exigeants. Milieux montagneux, étendues désertiques ou encore espaces maritimes, environnement interarmé et interallié permettant les scénarios les plus complexes. Voilà le décor dans lequel les forces françaises stationnées à Djibouti évoluent au quotidien. Une aubaine pour tous les équipages. Et voilà qui nous ramène de parler de cet atelier sur la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Le Centre d'excellence de l'IGAD pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme a tenu cet atelier au Sheraton dans le cadre de la stratégie nationale de la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent. Était présent à cette réunion le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf.
Le secrétaire exécutif du Liga, Dr Walgeni Gebeye, l'ambassadeur de l'Union européenne, M. Adan Ouara, la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis, Andrea Tomadjwich, ainsi que des ambassadeurs présents à Djibouti. Le but de cet atelier est d'équiper les membres et les jeunes djiboutiens d'une stratégie inclusive et compréhensive sur le fait de s'autonomiser les jeunes femmes, les chefs religieux et la société civile dans le cadre du renforcement de l'idéologie contre l'extrémisme violent. What we're looking for is Monsieur Gebeyou, a dans son intervention exprimé ses remerciements à la République de Djibouti, le gouvernement des États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, les partenaires de la société civile et toutes les parties prenantes à cet atelier qui s'emploie à garder la jeunesse djiboutienne à l'abri de la menace de l'extrémisme violent, a-t-il indiqué. Pour nous, ici, à Djibouti, les circonstances sont restées relativement paisibles avec une seule attaque terroriste enregistrée par le groupe terroriste Al-Shabaab il y a de cela 7 années en 2014. Cependant, le gouvernement djiboutien a pris cette attaque singulière avec une extrême gravité et a agi rapidement pour formuler des réponses judiciaires à la menace du terrorisme qui est effectivement a été conclu en 2017 en particulier. Le gouvernement djiboutien a nommé un nouveau procureur d'État doté des pouvoirs accrus pour poursuivre les terroristes. Je suis heureux aujourd'hui de prendre part à cet atelier, a-t-il conclu ses propos. Le chef de la diplomatie djiboutienne qui a pris la parole l'an dernier, Mahmoud Ali Youssouf, a précisé que le pays de l'IGAD doivent développer un plan d'action commun sur la stratégie de lutte contre le terrorisme. Écoutons ses propos. Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à féliciter ici les pays de l'IGAD pour avoir développé chacun son plan d'action sur la base d'une stratégie régionale qui nous permettra d'atteindre les objectifs fixés dans ce domaine. Par ailleurs, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion est essentielle à une prévention efficace contre l'extrémisme violent. En effet, il ne fait aucun doute que la pauvreté représente un terreau fertile à la radicalisation. Notre gouvernement est conscient de ce défi et ne ménage aucun effort pour remédier à certains déséquilibres sociétaux. Enfin, la pandémie du Covid-19 a imposé au monde et à notre sous-région de nouveaux défis, aussi bien sanitaires, économiques que sécuritaires. Par conséquent, les moyens de lutte doivent également évoluer avec les nouvelles circonstances créées par la pandémie. Notre pays, sous le leadership de son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, continuera à honorer ses engagements régionaux et internationaux dans le cadre de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent. Je vous emmène à Tadjoura, la ville blanche, où une forte délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture, Omer Hussein, a effectué une visite de travail au port de Tadjoura, accueillie à leur arrivée par le ministre de l'Équipement et des Transports et ministre de l'Agriculture par intérim, Moussa Mohamed Ahmad, le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi, et le directeur général du port de Tadjoura, Omar Hassan Omar. La délégation a fait une visite des différentes installations de ce port. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en opération du port de Tadjoura, servant de troisième corridor pour l'acheminement des marchandises à destination de l'Éthiopie, traitant principalement des vracs secs du général Cargo. Le port a déjà manutentionné plus de 300 000 tonnes de charbon et plus de 190 000 tonnes de ferraille à des performances en ligne avec le standard international. En marge de cette visite a été paraphé un important accord entre le port de Tadjoura, représenté par son directeur général Omar Hassan Omar, et le Ethiopian Petroleum Supply Enterprise, représenté par son directeur général, M. Tadassé Haile Mariam, pour l'importation via le port de Tadjoura de plus de 900 000 tonnes de charbon sur une année.
Cet accord avec cette entité publique éthiopienne en charge des achats et distributions exclusives des produits pétroliers et charbon est une démonstration de confiance et de satisfaction des cadences de productivité de ce fleuron de l'économie nationale. A rappelé que le ministre de l'Agriculture éthiopienne, accompagné de son ministre d'État et de l'ambassadeur éthiopien à Djibouti, avait pris part samedi dernier à l'inauguration du nouveau terminal de bétail de Doralé, multipurpose sport, ayant une capacité de plus de 2,5 millions de têtes par an. Une prospection des opportunités d'utiliser le port de Tadjoura. Et en même temps, nous avons associé la signature de cet accord à 1 million de tonnes de charbon, Ethiopian Petroleum Enterprise et le port de Tadjoura. Autre signature, cette fois-ci, une signature d'une convention de partenariat entre le MENFOP et le PAM qui a eu lieu ce matin au siège du ministère. La signature de cette dite convention a été paraphée par M. Mohamed Abdallah Mayoub, secrétaire général du MENFOP, et Mme Olivia Hens, représentante déléguée du PAM à Djibouti. La présente convention vise à formaliser un cadre de partenariat entre le MENFOP et le PAM pour la mise en place des formations professionnelles dans les secteurs du transport et de la logistique à Djibouti-Ville et dans les régions de Dikil et de Tadjoura. Dans le cadre de cette convention de partenariat, 40 jeunes apprenants du centre de formation de Balbala bénéficient d'une formation pratique au sein de PAM, de PK12. En échange, le MENFOP amènera la formation de 60 apprenants réfugiés et décolonisés au centre de Balbala à Djibouti et au lycée technique de Dikil et de Tadjoura. Plus généralement, ce cadre de partenariat entre le MENFOP et le PAM renforce pour la deuxième année consécutive une collaboration de longue date. Le colonel Waïs Omar Bogoré, commandant de la garde-côte, a accueilli dans l'enceinte de la direction générale de la garde-côte à l'Escale le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc en République de Djibouti, M. Mbarek Adawi. Le colonel Bogoré a d'emblée souhaité la bienvenue à M. Adawi, chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume du Maroc en République de Djibouti, avant de lui faire une brève présentation des différentes missions de sécurité et de sûreté maritime, les installations et les équipements de la garde-côte. Effectivement, pendant la réunion, les deux responsables ont soulevé plusieurs points dans le volet de la sécurité et de la sûreté maritime de la zone de mer Rouge et de Bab el-Mandeb. Le commandant de la garde-côte et le chargé d'affaires de l'ambassade du Royaume de Maroc en République de Djibouti ont échangé des cadeaux en guise de remerciement. La campagne de vaccination et de rattrapage bat son plein, notamment dans la commune de Balbala, où les équipes constituées de vaccinateurs, d'agents de santé communautaire et de relais communautaires ont sillonné tous les quartiers à la recherche des enfants perdus de vue dans la crise de la Covid-19. Ces équipes mobiles ont procédé à la stratégie porte-à-porte dans les quartiers pour ratisser large afin de ne pas laisser un seul enfant. Parallèlement, toutes les structures de santé ont été renforcées avec des postes fixes pour accueillir les enfants afin de compléter leur statut vaccinal. Rappelons que cette campagne d'immunisation du rattrapage concerne tous les enfants n'ayant pas complété leur carnet de vaccination pour cause de Covid-19. Cette campagne qui s'annonce fructueuse par le ministère de la Santé cible environ 3400 enfants qui vont recevoir leur dose manquante pour une protection complète et définitive. De là, nous passons en nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, aux États-Unis, l'investiture sous tension à 2 jours. La menace plane sur la cérémonie d'investiture du démocrate Joe Biden ce dimanche. Un homme muni d'une accréditation non valide à la cérémonie de mercredi a été arrêté à un point de contrôle pour possession d'un pistolet non enregistré et détention illégale de 500 cartouches de munitions. Les responsables de la défense craignent aussi de passer à côté d'une attaque de l'intérieur, un initié qui ferait partie des membres de services impliqués dans la sécurisation de l'investiture. Le FBI est donc notamment en train de contrôler les antécédents et les liens de 25 000 soldats de la garde nationale qui seront
à Washington pour l'événement. La garde nationale a également été mobilisée dans plusieurs États et des grillages installés autour de certains parlements locaux comme en Californie ou dans le Minnesota. Dans le Michigan, quelques dizaines de personnes ont manifesté devant le Parlement de l'État à Lansing. Un groupe de mouvements d'extrême droite radicale armée et un groupe de partisans de Donald Trump étaient également présents. Le patron de l'Open d'Australie se veut rassurant. Oui, dit-il, Melbourne accueillera bien la première levée du Grand Chelem à partir du 8 février. Et pourtant, la préparation du tournoi s'annonce bien compliquée pour 72 joueurs soumis à un strict confinement de 2 semaines en cause des cas positifs au Covid-19 de passagers sur les vols qu'ils ont amenés en Australie. Pour éviter toute propagation du virus, les organisateurs n'ont voulu prendre aucun risque et ont placé à l'isolement d'anciennes lauréates du tournoi comme la Bélarusse Victoria Azarenka ou l'Allemande Angélique Kerber. Elles n'ont pas le droit de sortir de leur chambre d'hôtel, même pour s'entraîner, sous peine d'écoper d'une amende d'environ 13 000 € et en cas de récidive, un policier serait même envoyé pour faire le guet-apens devant leur porte. Une bien mauvaise publicité pour l'Open d'Australie qui devait faire son Andy Murray, testé positif au Covid-19 et son Roger Federer, pas suffisamment remis de sa blessure au genou. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.